Macron, en 2017, il n'y a eu aucun débat sur son programme économique. Aucun. La politique, ce qui est grave, c'est que c'est devenu un concours de beauté. On va de moins en moins parler du fond et on va de plus en plus de faire de la petite phrase, de la com, des déplacements. Mais dans le fond, ce que l'on propose, il n'y a rien. Et les programmes ne changent pas. Donc on aura constamment des alternances politiques sans alternative économique. C'est une réalité qu'il y a une grosse partie de l'argent qui a été créé qui n'a pas fini dans l'économie réelle. L'État est l'agent de la casse des entreprises publiques, par manque de vision et puis ensuite par la privatisation. Donc la transition énergétique, en fait, doit s'attaquer à ceux qui polluent. Quand on dit « faites des efforts », ça ne veut rien dire, ça. Plus de 50% de la pollution, des émissions de CO2 sont dues aux 10% les plus riches. Des gens comme Attal, etc., en sont la représentante. C'est-à-dire vous faites votre vie, une vie professionnelle, à l'école, à Sciences Po, à l'ENA, dans les cabinets, pour avoir une circonscription. Vous ne connaissez rien de la France, rien de ce qui se passe en bas. Et là, on le voit bien encore dans les accords d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le PS n'a pas de fond. Parce que là, il est prêt à se coucher, mais il se couche pour ses postes, tout le monde le sait. Il n'a pas découvert que du jour au lendemain que la loi travail, c'était pas bien. Thomas Porcher, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de t'accueillir sur la chaîne YouTube du site Elucide. Tu es économiste, professeur d'économie, membre des économistes atterrés, tu es aussi essayiste. Et en 2017, tu as écrit avec Frédéric Farah un livre qui s'appelait « Introduction inquiète à la Macron-économie ». Tout à fait. 5 ans après, quel bilan tires-tu du bilan économique du quinquennat précédent ? Écoute, pour moi, le vrai bilan de Macron, il s'arrête avant la crise des Gilets jaunes. En fait, parce qu'après, il a été empêché par la crise des Gilets jaunes, par la crise sanitaire, qui fait qu'à la fin, justement, du quinquennat, il a pu jouer le jeu de l'homme pragmatique plutôt que du réformateur qui voulait être au départ, hein. Du réformateur à tendance libérale. Et la première année de Macron, elle est pour moi assez représentative de ce qu'est Macron. Macron, c'est quoi? C'est la baisse de l'ISF, donc c'est-à-dire un cadeau fiscal de 4 milliards à 1% de la population française qui détient par ailleurs 25% du patrimoine, hein, c'est-à-dire 25% de ce qu'il y a dans les comptes en banque et de l'immobilier. Donc c'est une baisse de fiscalité très forte sur ces 1%. C'est la flat tax, c'est-à-dire une baisse de fiscalité sur les revenus financiers qui profite aux 10% les plus riches. Et plus on est riche, plus on a de revenus financiers, hein. Ce n'est pas les 50% les plus pauvres qui ont des déplacements en actions. Donc c'est ça. C'est la baisse de l'IS, sur les entreprises, c'est 20 milliards de baisse d'impôts dès la première année, hein, qui ont été faites d'entrée de jeu, et la loi travail. Donc c'est ça, Macron. Macron, c'est ça. Et s'il n'y avait pas eu le mouvement des Gilets jaunes, s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, on aurait eu très rapidement la réforme des retraites. Hein, au départ, c'était la retraite à points, hein. Soit dit en passant, inspiré de la réforme suédoise, hein, puisque c'est ce qu'il disait dans la campagne 2017. Et dans la réforme suédoise, on voit qu'il y a quasiment 90% des pensions, notamment des femmes, qui ont diminué après cette réforme. La pauvreté a beaucoup augmenté. Exactement. Et puis c'est la capitalisation qui a pris le relais pour ceux qui avaient les moyens. Il y a ça, et puis il y a eu la réforme de l'assurance chômage qu'il a fait à la fin du quinquennat, qui aurait été faite d'entrée de jeu. Donc, et puis les 120 000 postes de fonctionnaires qu'il avait prévus, suppression des 120 000 postes de fonctionnaires, les 25 milliards d'économies sur la dépense sociale, notamment l'assurance maladie et l'assurance chômage. Il y avait tout un tas de réformes qu'il voulait mettre en place. Alors il a été arrêté par la crise des Gilets jaunes, ce qui l'a fait freiner, et il a lâché 10 milliards. Hein. Et puis après, il y a eu la crise sanitaire qui fait qu'il a dû faire, comme tous les autres pays dans le monde, le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire de la politique contracyclique pour soutenir l'activité. Mais il faut dire la vérité, c'est que tout ce que Macron a voulu en fait détruire au départ, le modèle social, les stabilisateurs automatiques, etc., c'est ce qui nous a sauvés, en réalité, pendant la crise sanitaire. Et donc maintenant, il le met à son bilan. Comme nous avons soutenu les plus fragiles, nous avons soutenu l'activité, mais en réalité, c'est des choses qui ont été faites avant son quinquennat et qu'il voulait détruire, qui ont permis aux restaurateurs, à une partie des gens avec le chômage partiel et ainsi de suite, de pouvoir survivre, même si tout n'a pas été parfait, pendant la crise sanitaire. Donc le bilan de Macron, si on le regarde comme ça globalement, est mitigé. Parce qu'il a quand même creusé les déficits pour soutenir l'activité pendant la crise sanitaire. Mais le vrai bilan de Macron, c'est ce qu'il a fait la première année. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Parce que maintenant, il doit faire des économies. Il doit faire des économies. On a fait des promesses contre le plan de relance européen. Donc, il va devoir faire des économies. On sait où vont être les économies. Ça va être donc sur la réforme des retraites, sur le RSA et sur les aides sociales. Donc, ça va être sur les vieux,
et les plus pauvres. Ça va être ça, grosso modo. Et donc là, on va revenir à ce que Macron est réellement, et ce que nous avions dit avec Frédéric Farah dans Introduction à la macroéconomie, c'est un réformateur libéral. Qu'est-ce qui explique qu'on le présente souvent comme un espèce de centriste, je ne dis même pas un peu de centre-gauche, alors qu'on voit qu'on a un intégriste néolibéral qui va beaucoup plus loin que Sarkozy, Chirac, c'est quasiment du Reagan ou du Thatcher ce qu'il fait. Hein. Mais je pense que c'est à cause de la trahison du Parti socialiste. En fait, vous regardez, Sarkozy, Hollande a un bilan beaucoup plus à droite que Sarkozy en réalité. Parce que la loi travail, Sarkozy avait posé l'affaire. Non, c'est vrai. La baisse sur les dotations aux collectivités locales, qui ont été les plus fortes depuis l'après-guerre, ont été faites sous Hollande. Le CICE, ce que voulait le MEDEF, a été fait sous Hollande. Sarkozy n'avait pas osé faire ça. Et Chirac, et moi je me souviens de Villepin pour le CPE, qui était une flexibilisation des contrats jeunes. On était loin de la loi travail. Ben, ça a été tout un scandale. C'est pour ça qu'il a aussi perdu un peu la présidentielle, entre autres. Donc, en fait, Hollande a été beaucoup plus à droite qu'un président de droite, Sarkozy, hein, et Macron a été plus loin que Hollande. Donc, comme le Parti socialiste a fait une politique plus à droite que la droite, on a pu dire à un moment que oui, peut-être Macron était un peu de gauche. Bon, moi, je ne vois pas où il est de gauche. Hein. En tous les cas, sur le programme économique, dès le début, il n'y avait rien de gauche. Hein. Quand on dit que le statut de fonctionnaire n'est plus valable, qu'on pense que la France a cru qu'elle allait s'en sortir mieux en travaillant moins, qu'il aurait fallu faire les mêmes réformes en France que dans les années 80 au Royaume-Uni, pour moi, on est encore plus à droite que la droite qu'on a connue au pouvoir en France. Mais alors, comment as-tu vécu la période de l'élection présidentielle qu'on vient de vivre, dont on nous a rabattu les oreilles depuis 2 ans, avec un résultat finalement très, très décevant pour la grande majorité des Français? Je trouve qu'il n'y a pas eu en général, plus on fait des élections, plus je suis attentif aux élections, hein, moins il y a de débats de fond. Moi, c'est ça qui m'étonne. C'est-à-dire que Macron, en 2017, il n'y a eu aucun débat sur son programme économique. Aucun. Le mec, il l'a annoncé, je me souviens, me semble-t-il, fin janvier, début février de 2017. Donc, on était à 2 mois avant le premier tour, dans une interview des Échos. Et puis, c'était réglé. On n'en parlait plus. Alors, on nous disait, mais vous voyez, Macron, il est quand même de gauche, puisqu'il y a un volet social qui va offrir aux démissionnaires et aux auto-entrepreneurs des indemnités chômage. Vous vous souvenez de ça? Tu peux démissionner tous les 5 ans, tu auras le chômage, et puis tu es auto-entrepreneur. Quand tu arrêtes, tu peux avoir le chômage. On disait, mais regardez, c'est le volet social. Il est de libéral et social. Mais dans ce volet social, l'offre d'indemnité chômage aux démissionnaires et aux entrepreneurs était conditionnée à une économie de 10 milliards sur l'assurance chômage. C'est-à-dire que soit on allait donner moins d'indemnités de manière générale, une enveloppe plus faible à tout le monde, ou sur une période plus courte. Et c'est ce qui s'est passé avec la réforme de l'assurance chômage. Donc même le volet social était conditionné à des économies. Vous voyez? Donc c'était en fait, il y avait un certain nombre de questions à faire sur le programme de Macron. Il fallait le questionner, le chercher, lui dire comment tu offres des indemnités à des gens en faisant des économies sur l'assurance chômage, c'est que tu vas couper quelque part. Je veux dire, si tu économises 15 milliards sur l'assurance maladie, quels médicaments tu ne vas pas rembourser ou tu vas faire des économies? Dis-nous. Ces débats n'ont pas eu lieu en 2017. Ces débats n'ont pas eu lieu. On nous a dit c'est un novateur, c'est quelqu'un de révolutionnaire, mais les débats de fond n'ont pas eu lieu. Et là, on a eu la même chose en 2022. Aucun débat de fond. Je veux dire, Macron ne voulait pas parler de son bilan, ne voulait pas parler de son programme. Il a sorti les retraites pour séduire la droite. Hein. Il a sorti le RSA pour séduire la droite. Voilà, il a fait un déplacement en Seine-Saint-Denis pour séduire la gauche. C'est à peu près ce qu'il avait fait la dernière fois quand il avait été à Sarcelles. Il a fait un peu de boxe. La dernière fois, il avait pris le ballon et marqué un but. Voilà, de la communication. Et puis c'est tout. Mais on n'a pas parlé du fond. Or, on sait là qu'avec ce qui s'est passé, le creusement des déficits, les sorties de Bruno Le Maire sur les coupes de la dépense publique, du gouverneur de la Banque de France, qu'il va y avoir des coupes. Qu'il va y avoir clairement des coupes. Parce que c'est les garanties qu'on doit donner à l'Europe. Et que ces coupes, si elles sont faites trop tôt, notamment avec une croissance zéro, on passe dans la politique procyclique qu'on a connue en 2011, qui est une catastrophe en termes d'activité économique. Et je veux dire, et là, il y a des gens qui ne sont toujours pas revenus en PIB par habitant dans certaines régions au niveau d'avant-crise de 2008. Donc, si vous leur remettez une politique procyclique, c'est-à-dire d'austérité trop rapide en réalité, et vous arrêtez de soutenir l'activité, ces gens-là, ils vont être encore plus pauvres. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant qui va naître dans les prochaines années naîtra probablement plus pauvre que quelqu'un qui est né il y a 15-20 ans. C'est à l'inverse du sens de l'histoire, normalement. Et ça, on n'en a pas débattu, on n'en a pas parlé. Donc il y avait un méchant, il y avait un gentil garant de la stabilité,
Et puis, il y avait d'autres personnes qui montaient, mais qui pouvaient être dangereux pour telle ou telle raison. Mais rarement, on a parlé, en fait, du fond, en fait. On a rarement parlé du programme économique, qui est quand même, pour moi, le nerf de la guerre. Voilà. On a parlé de la petite phrase. Donc, on est de plus en plus dans un concours de beauté. La politique, ce qui est grave, c'est que c'est devenu un concours de beauté. Et tout le monde se prend au jeu, y compris des gens qui ont les capacités. Moi, je vois parfois des collègues profs, ils vont me dire j'ai voté Macron. Alors, je dis bah tiens, tu as voté Macron, bah, explique-moi pourquoi. T'es prof de finance, qu'est-ce qui t'a plu? Et ben ils vont me dire ah mais tu sais moi je pouvais pas en 2007 je pouvais pas voter Hamon, je pouvais pas voter Mélenchon, c'est Macron. Donc voilà c'est ça. C'est parce que bon Macron c'est plutôt bien, c'est plutôt centre, c'est plutôt on sait pas vraiment pourquoi mais c'est lui qu'il faut voter. Donc le vote est devenu un concours de beauté. Et ça c'est très grave. Je pense que c'est un vrai problème démocratique parce que on va de moins en moins parler du fond et on va de plus en plus de faire de la petite phrase, de la com, des déplacements avec beaucoup de caméras où on va soit en banlieue pour dire qu'on est de gauche, soit dans les campagnes pour dire qu'on fait attention à la ruralité, soit on visite une usine. Mais dans le fond, ce que l'on propose, il n'y a rien. Et les programmes ne changent pas. Donc on aura constamment des alternances politiques sans alternative économique. Ce qui est dangereux quand même. Et ce qui fait monter en fait tout. J'aime pas dire les populismes, mais ce qui va faire monter en fait une défiance à l'égard du politique, ce qui existe déjà, d'une grande partie de la société, ce qui explique après l'absentéisme ou d'autres formes beaucoup plus violentes, on va dire, à l'égard du politique, de manifestations plus violentes à l'égard du politique. Avant de parler de ces problématiques démocratiques et de nos institutions, justement, prenons un petit peu le temps, dans ce qu'on sait du programme économique de Macron pour le quinquennat qui vient, quels sont les éléments les plus problématiques, voire dramatiques? Alors, la première chose, la retraite à 65 ans. Quand vous dites ça, très bien, alors, on nous dit que c'est pour avoir plus de justice, on ne voit pas trop comment, parce que chaque fois qu'il nous présente une réforme, c'est pour plus de justice sociale, alors qu'on sait que la réalité, c'est de faire des économies. C'est le seul but. Faire des économies. La retraite à points, c'est pour faire des économies. Et là, c'est pour aussi faire des économies. Donc le but, c'est de faire des économies sur les 300 milliards que représentent les retraites dans la dépense publique. C'est ça le but. Mais là, il faut savoir qu'il y a une injustice réelle. C'est-à-dire que quand vous lisez les études de la DARES, très simplement, des gens de 40 ans, vous avez pratiquement 50% qui vous disent qu'ils ne pourront pas faire le même emploi à 60 ans, qu'ils n'y arriveront pas. Et là, vous allez leur dire de bosser plus longtemps. Enfin, c'est incroyable, ça. Vous voyez? Donc ça, c'est un exemple parfait. Quand vous regardez en fait les écarts entre la mortalité d'un ouvrier et d'un cadre. Vous voyez bien qu'on ne peut pas pousser, à un moment, et puis vous regardez même le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi se sépare de ses seniors assez rapidement. Après 55 ans, on préfère prendre un jeune qui est moins cher, qui a la même formation, plutôt que de conserver une personne plus vieille. Et il y a 5 millions de chômeurs. Voilà. Et il n'y a pas de vrai problème de financement. Donc ça, c'est un cadeau que l'on fait, en fait. Pareil, à la droite au départ, à l'Europe en échange du plan de relance pour montrer qu'on continue les réformes. Mais c'est quelque chose qui n'est basé, pour moi, absolument pas sur les faits. C'est un petit peu comme la réforme de l'ISF, où on nous a dit que ça allait créer de l'investissement. Tous les économistes atterrés, on l'avait dit avec Frédéric Farah, on a dit non, ça a déjà été fait. Ça n'a jamais créé d'investissement. Ça a été fait au Royaume-Uni, ça a été fait aux États-Unis, ça n'a pas créé d'investissement. Ça n'a fait qu'augmenter les inégalités. On nous a dit, mais il faut essayer. Là, il y a finalement 3 rapports du suivi d'évaluation de la réforme qui ont dit que ça n'avait pas entraîné d'investissement. Et ben on vous dit encore, si, ça a entraîné de l'activité. Donc, vous voyez, on est dans un truc, si, il faut bosser plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. Voilà, c'est réglé, il n'y a plus de débat à avoir. En fait, si, il y a un débat parce que la réforme n'a aucune raison d'être quand on regarde les faits. Il n'y a aucune raison d'être, c'est stupide. C'est une réforme pour faire des économies et c'est tout, quoi. Oui, des économies, mais justement, il faut bien insister parce qu'on te présente souvent ça comme c'est la retraite à 65 ans, comme si tout le monde va bosser jusqu'à 65 ans, et donc tu as des gens qui se disent flûte, tant pis, je bosserai 1 an ou 2 ans de plus. Ouais. Et en effet, il faut bien expliquer que, attends, c'est pas ça. C'est qu'il y aura la règle, ce sera 65 ans, mais qu'à 62 ou 63 ans, tu seras foutu dehors. Et donc, tu auras le chômage pendant 2 ans, puis après, ça s'arrêtera, puis tu auras un peu de RSA. T'inquiète pas, on ira te faire travailler en plus maintenant. Mais donc, en fait, ça veut dire que la retraite va baisser. C'est pas tant qu'ils vont travailler plus, les gens, c'est qu'ils risquent de se retrouver plus longtemps en difficulté avant la retraite et une retraite plus faible. D'où les économies, en fait. Oui, tout à fait. Et on te dit, c'est ça, on fait croire que tu auras les mêmes retraites en travaillant un peu plus. Non, tu auras une retraite plus faible parce que le marché de l'emploi est tel que tu racontes. En effet, dès que tu as 50 ans, tu commences à passer dans la catégorie senior en te demandant si tu ne penses pas partir rapidement. Bien sûr, tout à fait. C'est exactement ça. Et donc, on ne tient pas compte, en fait, des spécificités du marché de l'emploi, du fait qu'il y ait quand même 5 millions de chômeurs, voilà, et que là, ceux-là, il faudrait qu'on peut les faire travailler également, voilà, et qu'il n'y a pas de vrai problème de financement, en fait, des retraites, et que la transition démographique,
C'est-à-dire la part de ces actifs qui financeraient les retraites est déjà derrière nous, en fait. C'est entre 70 et 2010 qu'on a eu vraiment cette transition démographique. Là, on parle de la perte d'un actif pour un retraité. Je veux dire, la vraie transition démographique, le vieillissement de la population, il a été fait bien avant. Et on a réussi à supporter ça en cotisant un peu plus. Si on a une société qui vieillit, à un moment, ben, on doit l'adapter. Enfin, je veux dire, de toute façon, si c'est pas vous qui cotisez, vous sortirez d'une autre manière de votre poche. Vous n'allez pas laisser crever vos parents, donc vous les sortirez de votre poche. Alors, soit c'est les cotisations qu'il faut, soit vous le sortez de votre poche. Donc, si notre société vieillit, ben, il faut qu'il y ait plus d'argent qui soit consacré aux retraites. Et puis, si on était une société de jeunes, on consacrerait plus d'argent aux jeunes. C'est le jeu. On peut pas avoir une société qui vieillit et donner moins d'argent aux gens qui vieillissent. Sinon, c'est une forme d'acceptation de l'abandon des plus vieux. Et ceux qui ont les moyens le sortent de leur poche. Ceux qui n'ont pas les moyens, ben, ils font travailler leurs parents jusqu'à la fin. C'est pas acceptable. Oui, et puis il y a plein de chiffres qui ne sont pas très connus des gens. Hein. À peu près la moitié des personnes, le jour de leur retraite, ne travaillaient pas. Ils étaient au chômage, en incapacité, en invalidité. Donc c'est déjà un sur deux. Donc on voit très bien que prolonger, ça va juste augmenter, comme je disais, le total de gens qui sont exclus déjà du marché du travail juste avant la retraite. Et puis, parmi les plus pauvres, il y en a à peu près 25% qui meurent avant l'âge de la retraite. Tout à fait. Donc, finalement, plus tu le décales, plus tu vas avoir finalement une espèce de vol des classes populaires au bénéfice des cadres. Et très étonnamment, Macron, qui surperforme chez les cadres à 70%, c'est pas 80%, ne dit pas, bah, tiens, on va mettre à 65 ans que pour les cadres, parce que c'est ceux qui vivent le plus longtemps. C'est dommage, ce serait une vraie réforme, ça, dont bénéficierait son électorat. Tout à fait, tout à fait. Et puis, quand même, il faut aussi en plus ajouter une chose, c'est que beaucoup de cadres aujourd'hui, même les jeunes entrants, hein, ne vivent pas la même situation que les cadres d'il y a encore 20 ans, 25 ans, et même peut-être même de nous-mêmes, alors qu'on est dans une situation quand même assez difficile. C'est-à-dire que là, il y a quand même aussi un déclassement de la part des cadres. On le voit avec l'augmentation des prix de l'immobilier et tout. Par exemple, je regarde dans les écoles de commerce, 85% des diplômés français trouvent leur premier emploi en Île-de-France. En Île-de-France, ils vont gagner un peu plus de 2 000 €, ils sont dans les 30% des revenus les plus élevés. Bon, bah, dans leur vie de tous les jours, ils ne le voient pas. Parce qu'ils vont vivre dans un studio, dans un 25 mètres carrés sur Paris ou dans un 2 pièces en Île-de-France. On leur dit vous êtes faites partie des 30% ou des 20% les plus riches, ils ne le voient pas. Et quand même, quand on prend en compte tout, on voit que finalement le pouvoir d'achat de ces gens-là diminue depuis une dizaine d'années. Donc le cadre de l'époque, c'est plus le cadre d'aujourd'hui. Il y a une grosse partie aujourd'hui des cadres, et notamment des jeunes, qui voient leur rémunération plutôt faible à l'embauche, plus faible qu'avant, pas évoluer de la même façon avec la logique actionnariale dans les grandes boîtes, etc. En plus, crise sur crise, on leur dit qu'il faut faire de plus en plus d'efforts. Donc, ils vivent en fait le même déclassement, enfin, moins violent que les ouvriers et que les employés qui ont vécu les délocalisations depuis 30 ans. Mais ils sont en train de rentrer, là, ces cadres-là, dans une forme de déclassement, là, très clairement. Les métiers de service se délocalisent, etc. Et donc, je pense que même eux, ils devraient y réfléchir parce que ça sera pas la même, ils n'auront pas les mêmes carrières que leurs aînés. Et ça, il faut qu'ils en prennent conscience. Après, il y a aussi toute la question de la location. Et là, l'encadrement des loyers, quand même, moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est quand même une bonne mesure. Alors, il peut y avoir des effets pervers pour les propriétaires, ils vont vous le dire. Mais à un moment, on ne peut pas louer des 25 mètres carrés à plus de 1 000 €. Donc, la question d'encadrement des loyers, c'est une question aussi qui est fondamentale. L'accès à la propriété. En France, on est un pays où on veut être propriétaire. Bon, je pense que l'accès à la propriété est très difficile avec la hausse des prix de l'immobilier. Mais déjà, le fait que l'accès à la location soit un peu fluidifié, qu'il y ait des loyers un peu plus encadrés et accessibles, ce serait déjà une grande victoire. Voilà. Mais à terme, il faut un changement structurel majeur qui va prendre une dizaine d'années, si elle est voulue, hein, de décentralisation, pour que les gens ne soient pas comme ça cloîtrés. Moi, je trouve que Paris, même l'Île-de-France, hein, on a dépassé la capacité, en fait, il y a trop de monde. Il y a une densité, pour moi, qui est trop forte. C'est-à-dire que c'est une ville, aujourd'hui. L'important dans une ville, c'est qu'elle te donne plus d'énergie qu'elle t'en prenne. Moi, je pense que Paris, tel que ça fonctionne en ce moment, hein, ça te prend plus d'énergie que ça t'en donne. C'est parce qu'il y a les nuisances sonores, il y a la pollution, et puis les banlieues, c'est encore pire. Hein. Les villes où il y a le plus de nuisances sonores et le plus de pollution, c'est les villes où les autoroutes passent pour aller sur Paris. Et puis les logements, qui sont de très mauvaise qualité et qui coûtent très cher. Tout ça fait que, ça ne peut pas tenir, on ne peut pas continuer comme ça. Voilà, il faut un moment que ça respire, quoi. Et donc, il faut qu'il y ait des pôles
économique un peu partout, partout en France, quoi. Alors, on a parlé de l'inflation des prix immobiliers, mais il y en a une autre qui touche maintenant beaucoup plus l'ensemble de la population. Bah, c'est l'inflation des prix à la consommation qui est de retour. On voit sur ce graphique bon, que la France est, par chance, une des moins mal placées, avec quand même 5,5% d'inflation depuis un an. La moyenne de la zone euro étant à pas loin de 8, oui, l'Allemagne, les États-Unis 8,5, la Belgique un plus de 9, Pays-Bas 11, Lituanie le record avec 16% d'inflation. Ça vient d'où cette inflation? Est-ce que ça va durer longtemps d'après toi? Comment on peut la combattre? Bah, cette inflation, elle vient de la reprise d'activité au départ, hein, post-Covid, boostée par les plans de relance, qui a fait augmenter les prix notamment du pétrole, hein, et du gaz, avec toute une part bien sûr spéculative, hein, mais ça vient de là. Et puis après à cela s'est ajouté le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui sont des producteurs, la Russie producteur de pétrole, de gaz, des producteurs de blé. Voilà. Donc vous avez vous avez une partie des matières premières qui augmente, vous avez les prix du pétrole qui augmentent, vous avez après des gros phénomènes d'autocorrélation sur les marchés financiers entre les prix de l'énergie et les prix des matières premières, hein, parce que vous avez des produits financiers comme le Goldman Sachs Commodity Index qui regroupe en fait un panier de biens, de commodities liés au pétrole, liés au dollar, ainsi de suite. Donc souvent, vous avez de l'autocorrélation. Quand le pétrole commence à monter, le reste monte. Donc vous avez une partie qui est due à des faits réels, hein, la reprise économique boostée par les plans de relance post-Covid, et la guerre en Ukraine et la guerre en Russie qui créent des inquiétudes, des pénuries possibles sur le blé et sur le pétrole. Et puis ça s'ajoute la spéculation derrière. Donc ça augmente très fortement. Après, quand on voit ces chiffres-là, hein, il faut savoir qu'en économie, il y a quand même rarement il n'y a pas de consensus même, hein, pour dire qu'en dessous d'une inflation à deux chiffres, hein, en dessous de 10%, il y a un vrai... Enfin, entre 2,2 et 5,4, quel est le problème en réalité d'un point de vue macroéconomique, hein? On ne sait pas. Voilà, il y a eu même des études qui ont été plus loin, qui ont dit en dessous de 20%. Bon, on n'arrive pas vraiment... Je veux dire, il ne faut pas confondre inflation et hyperinflation, hein. L'hyperinflation qu'on a eue en Hongrie après la Deuxième Guerre mondiale, où les prix doublaient tous les 12 heures, là, c'est très grave. Et là, on ne sait pas comment s'en sortir. Mais de l'inflation comme ça, un petit peu d'inflation, alors qu'on a une période où on avait très peu d'inflation, ce qui d'ailleurs n'était pas... Enfin, personne n'en a vu de vrais bénéfices sur sa vie de tous les jours. Là, avoir un peu d'inflation comme ça, enfin, on ne doit pas l'agiter comme un problème pour pratiquer de l'austérité, etc., etc. L'important, ce qu'il faut, c'est protéger les bas salaires. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire tous les gens qui sont en dessous du salaire médian, avec les prix de l'immobilier, avec la hausse des carburants, parce que souvent ils vivent loin de leur lieu de travail, la hausse des matières premières, bah, ils doivent rogner sur d'autres postes de dépenses. Et là, il faut faire en sorte, voilà, que ces gens-là ne soient pas impactés. Alors comment on fait? Il y a plein de solutions, hein, qui ont été proposées. Il y a le blocage des prix qui a été proposé par Jean-Luc Mélenchon, et qui était même proposé à l'époque par Hollande, le blocage des prix des carburants. Il voulait en 2012. Donc c'est quelque chose qui est parfaitement légal, hein, qui est prévu par le Code du commerce. On peut bloquer sur le court terme les prix. Il y a ça, il y a l'augmentation des salaires, augmenter les bas salaires. Il faut à un moment se poser une vraie question. C'est-à-dire que la plupart des bas salaires, on ne les augmente pas. Vous voyez, dans la Macronie, ou dans les débats en fait comme ça qu'on peut avoir dans les médias, on va vous dire si on augmente les bas salaires, on est mort en termes de compétitivité. Là, on va être mort, on va tuer notre industrie. Sauf que la plupart des bas salaires ne sont pas dans des métiers qui sont exposés à la concurrence internationale. C'est dans le service à la personne, c'est dans la restauration. Donc là, on pourrait augmenter ces bas salaires. Et d'ailleurs, il y a eu un débat avant l'Ukraine, etc. Il y a eu un débat sur l'augmentation des bas salaires pour réattirer des gens, parce que des gens ne voulaient plus faire ces travails-là. Donc là, va falloir à un moment une grande conférence. Alors, j'aime pas dire ça, mais déjà commencer par augmenter le SMIC, parce que le SMIC n'est pas un salaire minimum. C'est faux aujourd'hui, c'est pas un salaire minimum. On peut pas vivre le minimum avec ça. On peut à peine survivre. Et puis, il va falloir que les salaires en dessous du salaire médian augmentent. Alors, il y a les gens qui vont vous dire, oui, mais alors là, vous enclenchez la boucle, ce que va vous dire un économiste libéral, va vous dire, vous enclenchez la boucle salaire-prix, c'est-à-dire que les prix augmentent, le salaire augmente, les prix augmentent, et puis là, vous allez arriver à un effet boule de neige, à l'hyperinflation. Mais je veux bien, ça peut s'entendre. C'est pour ça qu'il faut quand même regarder ces chiffres avec beaucoup d'attention. Mais on n'est pas dans une économie qui est en surchauffe, là. Il y a 5 millions de chômeurs, il y a 9 millions de pauvres. On n'est pas dans l'économie qui est en surchauffe, où là, on vous dit voilà, qu'il peut y avoir cette boucle qui s'enclenche.
On est loin d'être, pour moi, dans l'économie en surchauffe. Donc on peut augmenter les bas salaires, on peut faire en sorte que les gens arrivent à tenir sur cette inflation sans enclencher cette boucle-là, qu'il faut surveiller par ailleurs. Mais on a vu parfois des pays qui avaient de l'inflation, même un peu plus élevée que celle-là, et une croissance très forte. Donc là, plutôt que d'agiter ça comme un épouvantail, pour dire il faut faire de l'austérité, il ne faut pas augmenter les salaires parce qu'on va aller dans l'hyperinflation, c'est très grave, il faudrait regarder ce chiffre, c'est très bien, mais faire en sorte que les gens puissent vivre avec ce chiffre-là, continuer à relancer l'économie parce qu'il y a un certain nombre il y a plein de besoins en économie qui ne sont pas satisfaits. Hein, encore une fois, l'hôpital, l'éducation, la petite enfance, tout ça n'est pas... Il faut relancer l'économie à ce point-là. Et puis voilà. Et on surveille le chiffre, il n'y a pas de souci. Hein. Mais il ne faut pas... parce que c'est ça le problème des libéraux, c'est qu'il y a eu la dette à un moment, il y a eu les taux d'intérêt, puis maintenant c'est l'inflation. Chaque fois, c'est un épouvantail qu'on agite comme ça pour dire il faut se calmer, il ne faut plus rien faire, il faut continuer à baisser les salaires. Non, pour le moment, il faut s'occuper justement des gens qui sont impactés par ça. Et puis voilà, quoi. Et continuer la relance et faire en sorte de se concentrer le plus possible sur l'activité et pas sur l'inflation. Michel-Édouard Leclerc vient justement de pointer le rôle central de la spéculation dans l'inflation des prix alimentaires. Tu parlais du salaire médian, mais quand même 5,5 en France, ce qui est encore un bon résultat par rapport aux voisins, en partie parce que justement on a bloqué certains prix, on a donné des chèques essence, donc tout ça, c'est une partie de l'inflation est mise de côté dans les finances publiques, mais je pense que la plupart des Français ne vont pas avoir 5,5 d'augmentation de salaire cette année. Donc, autrement dit, on va avoir une baisse de pouvoir d'achat relativement conséquente. Et à 2 000 € par mois, 5%, c'est 100 € de moins. Hein. Même pour les prestations sociales. Par exemple, les prestations sociales ont été revalorisées d'à peine 1%, un peu plus d'1%. Et là, vous avez 5% d'inflation. Donc là, c'est un problème. C'est ce qui est en train de créer un début de récession chez nous ? On est une économie qui est tirée majoritairement par la consommation. Donc, les prestations sociales, par exemple, elles vont directement dans l'économie. Personne ne va placer des prestations sociales sur un compte en Suisse. Elles vont dans l'économie, elles sont réinjectées dans l'économie, elles profitent au secteur privé. Donc, si vous avez une inflation de 5%, il faut revaloriser, à mon avis, toutes les prestations sociales du même montant, quoi. Il faut que ça suive l'inflation, et ce n'est pas le cas. Donc oui, il va y avoir un problème. Après, les salaires en dessous du salaire médian, au-dessus du SMIC, oui, ils vont pas... Et ça, c'est un vrai problème. Ils devraient être valorisés au moins au niveau de l'inflation. Sinon, vous avez une perte de pouvoir d'achat. Et ça, c'est problématique. Pour des salaires à 1 500 €, 1 400 €, il va y avoir des arbitrages sévères qui vont être faits. Et c'est un vrai problème. Non seulement c'est un problème pour la personne qui le vit, mais c'est un problème aussi d'un point de vue macroéconomique pour l'économie globale. Parce que si vous le revalorisez un peu ces salaires, ils profitent directement à l'activité, donc ils soutiennent l'activité. Et nous, notre croissance est majoritairement tirée par la consommation, contrairement à l'Allemagne où c'est tiré plutôt par les exportations. Donc il va falloir que les salaires augmentent. Alors peut-être certaines boîtes vont le faire, mais il va falloir le faire, sinon ça va être une perte de pouvoir d'achat, c'est sûr. Oui, là, les boîtes te disent, oui, mais moi, à l'international, hors de l'Union européenne, mes concurrents, ils n'ont pas 5,5 d'inflation, donc je ne peux pas augmenter les salaires. Ouais, alors dans les pays riches, quand même, il y a beaucoup d'inflation, un peu partout. Parce que finalement, une grosse partie de l'inflation a été tirée par la reprise de l'activité post-Covid et boostée par les plans de relance. L'Allemagne a plus d'inflation aussi parce qu'elle avait un plan de relance plus fort. Les États-Unis aussi, ils avaient un plan de relance beaucoup plus fort que nous, donc ils avaient une inflation supérieure. Excuse-moi, j'ai pas voulu dire qu'ils étaient honnêtes en disant ça. Je parlais du discours de propagande pour ne pas augmenter les salaires, ce que subissent plein de personnes en France. Là, ça va être... alors encore une fois, c'est les débats qu'on avait eu, c'est les débats qu'on aurait dû avoir pendant la présidentielle, ça. Qui n'ont pas eu lieu. Je veux dire, le seul qui voulait augmenter les salaires et qui voulait augmenter le SMIC, c'était Jean-Luc Mélenchon. Les autres, Marine Le Pen, qui a été présentée comme souvent parfois la candidate du pouvoir d'achat, parce qu'elle voulait baisser la TVA. Ce qu'elle voulait faire, c'était un micmac avec les cotisations sociales, ce qu'a déjà fait Macron, pour augmenter les salaires, pour qu'il y ait une différence entre le brut et le net. Ce qui a déjà été fait sur les bas salaires, ce qui a déjà été refait avec le CICE. Elle voulait le refaire une troisième fois, donc ça ne concernait pas les bas salaires et pas les salaires en dessous d'1,6 fois le SMIC, donc les salaires au-dessus du salaire médian en réalité, donc c'était une mesure qui profitait plutôt aux riches, enfin voilà, exactement, et aux plus riches, puisque voilà. Elle parlait pas d'augmentation des salaires. Donc là, il y a une vraie question sur l'augmentation des salaires qui aurait dû être traitée et que Mélenchon défendait en tous les cas pour le SMIC, et puis après, c'est les représentants des salariés qui doivent porter cette question. Il faut absolument que les salaires soient revalorisés, surtout que la plupart des entreprises. Je veux dire, aujourd'hui, les grosses entreprises, on est loin de la Startup Nation que Macron voulait. 50% des salariés travaillent quand même dans des moyennes ou grandes entreprises. La plupart des entreprises ont été aidées. Donc il faut aujourd'hui qu'elles jouent le jeu.
c'est ce que tout le monde appelle de ses vœux, mais je crois qu'il faudrait presque les contraindre pour qu'elles augmentent les salaires et que ça suive l'inflation. Sinon, un travailleur s'appauvrit. Quel que soit le salaire, un travailleur s'appauvrit. Ça va continuer longtemps, tu penses encore ça? Je n'irai pas dans ce type de prévision parce qu'il y a beaucoup de chances de se tromper. Moi, je pense qu'il faut observer. C'est pareil pour la dette, c'est pareil pour les déficits. C'est-à-dire que là, en fait, ce qu'on est en train de faire, ce qu'une partie est en train de faire, c'est qu'il est en train d'agiter ces indicateurs pour pratiquer de l'austérité. Par exemple, pour nous dire, attention, les taux, on va augmenter les taux très fortement, comme on l'a fait sous Mitterrand pour stopper ça. On n'a jamais vu ça alors qu'on a une dette très, très élevée. Ça va être catastrophique, etc. Donc, on agite ça pour dire, grosso modo, qu'il ne faut pas faire de relance, qu'il faut faire des économies, un assainissement budgétaire d'une rare violence pour calmer les marchés, pour pas que les taux augmentent. C'est ce qu'on nous dit. Donc, on utilise un autre épouvantail. Or, les caractéristiques ne sont pas les mêmes qu'en 80 ou qu'à d'autres périodes où on a pu avoir un peu plus d'inflation. Ce n'est pas du tout les mêmes. Encore une fois, on n'est pas dans une économie qui est en surchauffe, là. Donc, vraiment, on peut... Donc, moi, je pense qu'il faut les surveiller, protéger les classes populaires les plus impactées par ça. Et vraiment, on parle de ceux qui sont en dessous du salaire médian principalement, hein, moi je pense. Donc ceux-là, il faut 1,6 fois le SMIC à peu près, il faut les protéger. Voilà. Bien sûr que d'autres vont être impactés, mais quand on est à 3 000 €, on n'est pas impacté par ça. Voilà, ou très, très faiblement. Mais c'est surtout ceux qui vont faire des arbitrages sévères. Voilà, en dessous de 1 700 €, il faut vraiment reconsidérer ça. Déjà, les prestations sociales, il faudrait les augmenter. Les salaires comme ça, faudrait que ça se fasse quasiment automatiquement, comme ça a été le cas à une époque. Et puis après, il faut surveiller. Voilà. Bien sûr que si à un moment l'inflation commence à dépasser un certain point, il faudra s'inquiéter. Il faudra aussi s'inquiéter si à un moment notre dette évolue beaucoup plus vite que d'autres, ce qui n'est absolument pas le cas. Là, ce sera. Donc il faut observer sans les utiliser comme un épouvantail. Parce que là, ça fait finalement... Je veux dire, la dette, l'augmentation des taux, c'est un exemple, parce que c'était ça avant l'inflation le problème. Depuis 2011, c'est agité. Depuis 2011, on a fait des coupes, par exemple, sur l'hôpital, comme on n'avait jamais fait depuis l'après-guerre. En 2017-2018, parce qu'on avait peur qu'il fallait rembourser la dette et on avait peur que les taux augmentent. On a fait des coupes sur les collectivités locales parce que la dette, etc. Donc on a fait des choses alors qu'on avait des taux d'intérêt extrêmement faibles, beaucoup plus faibles que dans les années 90, mais on nous agitait cette peur et il fallait faire des coupes. Donc là, moi, j'ai peur qu'on utilise la même chose. Tous les pays ont de l'inflation, là. Tous les pays. On n'est pas les seuls. Si on était les seuls, je me dirais, tous les pays ont une inflation forte. D'ailleurs, on est plutôt dans une inflation basse, nous, par rapport à l'Allemagne et d'autres, hein, les États-Unis, etc. Donc il faut se calmer, hein, il faut observer ça. La plupart des gens disent que c'est conjoncturel, même ça s'installe là. Mais bon, on a plusieurs éléments à chaque fois qui s'ajoutent, comme le conflit en Ukraine et avec la Russie. Et donc on observe ça, mais il ne faut pas non plus paniquer et faire des mesures pour contrer ça qui seraient beaucoup plus douloureuses pour les populations les plus pauvres que cette inflation-là. Dernière question sur ce sujet, et le rôle de la Banque centrale européenne dans tout ça, qui a doublé la masse monétaire en quelques années. Elle est accusée d'alimenter la spéculation qui alimente une partie de cette inflation. Quel est ton avis là-dessus? C'est une réalité qu'il y a une grosse partie de l'argent qui a été créé qui n'a pas fini dans l'économie réelle. C'est une réalité. Aujourd'hui, on le sait. Alors les gens s'étonnaient, mais comment ça se fait? Mais bon, cet argent allait dans la spéculation et dans les marchés financiers. Donc là, il y a beaucoup de gens qui ont porté, Isabelle Coupé-Soubeyran, je crois Aurore Lalucq également, avaient porté des questions de fléchage de cet argent sur des activités liées à la transition énergétique ou sur l'activité réelle. Mais c'est vrai qu'il y a eu un vrai problème. Si on injecte de l'argent comme ça et que cet argent ne va pas dans l'économie réelle, eh ben, il va dans les marchés financiers. Et donc, il va dans des bulles qui peuvent à un moment éclater ou dans des effets en fait, qui peuvent amplifier, comme on l'a vu, des effets structurels sur le blé, le pétrole, via la spéculation, et qui ne profitent pas du tout à l'économie réelle, qui profitent à un petit nombre, qui sont les spéculateurs et les financiers. Donc oui, là-dessus, il faudrait... Mais après, bon, quand on a créé... quand la structure de base de l'Europe, c'est le marché unique, c'est la liberté des capitaux, voilà. Comment on peut s'étonner à un moment que les gens n'aient pas pris en compte le fait que cet argent pouvait finir sur les marchés spéculatifs plutôt que dans l'économie réelle? Je veux dire, c'est la continuité de la doctrine de base de l'Union européenne, donc il n'y a rien d'étonnant pour moi. Il n'y a rien d'étonnant pour moi. Il y a quelques minutes, tu as cité rapidement l'industrie. On en est où après les 5 ans de Macron, voire les 10 ans de Hollande-Macron? Ben, rien, c'est la continuité. Enfin, chaque année, vous avez en moyenne, je crois, 900 usines qui ferment en France.
900 usines, c'est pas assez énorme. Hein. Je veux dire, là, je vous parle depuis 2008. 900 usines, ça fait un certain nombre. Alors, on entend parler par-ci, par-là, mais rien de spécial. En fait, je veux dire, ces gens, ils pensent que la réindustrialisation, ça se fait par la baisse de la fiscalité. La baisse de la fiscalité, elle a été quasiment continue. Alors, il a été très loin, Macron, hein, là, il a été très, très loin. Bon, ben, il n'y a pas que ça. Je veux dire, l'industrie, c'est plein d'éléments à prendre en compte. Déjà, il faudra un peu savoir dans quel secteur on investit. Il faut un minimum de planification. Hein. Ça, bon, c'est des choses... On entend Macron qui va faire un catalogue dans son plan de relance, un peu dans la voiture électrique, un peu. Mais on voit qu'il n'y a pas une vraie planification. Puis c'est aussi, à un moment, la capacité de comprendre que ce qui fait aussi que les investisseurs viennent chez nous, c'est aussi des infrastructures, de transport, etc. C'est-à-dire tout ce qui concerne en fait l'économie mixte, l'économie publique et l'économie privée. Et l'économie publique, en France, les transports et les infrastructures étaient très longtemps le premier élément qui faisait que les entreprises s'installaient chez nous. Il n'y a pas que la baisse d'impôts. Donc c'est vraiment il faudrait clairement un plan global avec le service public, avec les champs dans lesquels on veut investir, comme l'a fait De Gaulle à un moment avec le nucléaire, ou comme d'autres l'ont fait avec le choix du rail. Et là, on n'est pas là-dedans. On veut libéraliser le rail alors que ça va profiter à la route. On veut baisser la fiscalité là-dessus en pensant que ça va être bien. Donc on est vraiment dans une doctrine qui n'a pas tant fonctionné que ça. Et alors Macron, il dit qu'il a un bon bilan, mais les usines continuent à fermer. Et souvent, elles se délocalisent en plus en Europe. Alors quand vous avez quelqu'un comme Macron qui vous dit qu'il faut une souveraineté européenne, les fonderies qui partent en Espagne ou en Europe de l'Est, on la perd en France, mais ça reste dans la souveraineté européenne, puisque ça reste en Europe, donc tout va bien. Donc non, il y a un vrai problème, ça a continué, ça s'est poursuivi. Et là, je ne vois pas comment on pourrait changer les choses. Je veux dire, tous ceux qui se sont présentés comme les candidats de la réindustrialisation, Marine Le Pen et Macron, ils n'ont jamais parlé d'un secteur dans lequel il faudrait investir plutôt qu'un autre, et ainsi de suite. Ils n'ont parlé que de baisse d'impôts. Marine Le Pen, c'était cette baisse de charges patronales, le fait de ne pas payer l'impôt sur les sociétés quand on a moins de 30 ans, des trucs... Oui, mais surtout que Macron a aussi accompagné la désindustrialisation avec le cas Alstom, avec aussi les privatisations type aéroport de Paris, etc. Oui. Il y a des impacts très forts au niveau aussi de la mentalité, parce que finalement, on n'est pas du tout dans un état planificateur ou en capacité de réindustrialiser, puisqu'on voit qu'il se retire de plus en plus. Exactement. Il se retire ou il devient un état pantouflard. C'est-à-dire que même dans des entreprises comme EDF, qui est une entreprise magnifique, EDF, qui est une entreprise, ou la SNCF, qui appartiennent à l'État, l'État est un État pantouflard. C'est-à-dire que c'est plus un État stratège qui indique une voie à suivre, et tout un État pantouflard qui récupère ses royalties et qui ne sait pas trop quoi faire. Voilà, c'est tout. Il n'y a plus cet État stratège. Et d'ailleurs, même l'État organise le démantèlement de ces entreprises publiques. C'est le cas de la SNCF, qui se comporte comme une entreprise privée en réalité, qui est publique, mais qui se comporte comme une entreprise privée, qui veut se développer plus à l'étranger que se développer sur le territoire français, qui fait appel à des services extérieurs, etc. C'est le cas. Donc, qui n'arrive pas à faire un site internet maintenant qui marche bien. Et donc l'État est l'agent de la casse des entreprises publiques. Soit d'abord parce qu'il y a par manque de vision, et puis ensuite par la privatisation. Ça c'est la première. Et puis après, dans la tête des gens qui ont été formés dans les grandes écoles, et même des économistes de gauche, aujourd'hui, qui écrivaient des choses parfois sur l'industrie assez intéressantes, mais qui disaient, par exemple, qu'il y avait la vieille industrie, et là, il fallait laisser les pays pauvres s'en charger, hein, et puis il y avait les services, les nouvelles technologies qui étaient extrêmement importants. Et donc, il fallait se concentrer sur on va dire, les secteurs à valeur ajoutée, le digital, tout ça, le marketing, la recherche, et puis laisser la construction de biens à d'autres pays. Il y avait plein de gens de gauche qui ont tenu des positions comme ça, hein, des économistes de gauche qui vous disaient que c'était super. Là, on se rend bien compte que c'est pas super, parce que pendant la crise du Covid, on ne savait pas faire des masques, on était incapable de faire des respirateurs. Là, on veut développer la voiture électrique, la plupart des choses viennent de l'étranger, les batteries, etc., les panneaux solaires, tout vient de l'étranger. Enfin, à un moment, construire des biens, surtout quand c'est de la construction de biens qui répondent à un objectif, transition écologique, médicale, médicaments, etc., il faut savoir le faire dans notre pays. C'est une question de souveraineté sur des biens importants. Enfin, au-delà et peut-être même de sécurité, parce que oui, et de sécurité, tout à fait. La politique de la Chine à notre égard et vice-versa, hein, ouais. Dans 5 ans, dans 10 ans, oui. s'ils décident, je ne sais pas si on se fâche comme on se fâche avec la Russie en 1 an, avec la Chine, il va y avoir de gros problèmes pour notre économie. Mais tu sais, dans un modèle économique, on ne se fâche pas. Comme un modèle économique te dit qu'on ne se fâche pas,
bah, on regarde juste. C'est la fin de l'histoire, c'est ça? Bah, voilà, c'est ça. Donc, on ne doit pas se fâcher. Donc, on peut aller tout mettre en Chine, il n'y a pas de problème, on ne se fâche pas. La Chine ne fait pas de politique, c'est juste des gens, tu vois, des homo economicus qui acceptent de faire des biens un peu chers que nous pouvons consommer quand nous faisons le marketing des biens que nous faisons produire chez eux. Bon, bah, c'était ça l'économie pendant très longtemps. Il n'y avait pas le rapport géopolitique, il n'y avait pas de rapport de puissance, il n'y avait pas. Donc, c'est tout le temps ça. Et l'Europe a été très forte là-dessus pour créer son marché unique et montrer qu'il n'y a pas de rapport de force, soi-disant, qu'on est tous copains dans le marché. Nous savons tous que ceci est faux. Donc là, aujourd'hui, normalement, la crise du Covid aurait dû... Elle nous l'a révélé, là. On l'a pris en pleine face. On a vu qu'on n'était pas capable de construire des masques. Et comme on n'est pas capable de faire des masques, on doit dire que le masque ne sert à rien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est de la haute technologie, tout ça, non? Voilà, exactement. Et là c'est très problématique. Mais pareil, normalement, moi, je pense que cette présidentielle aurait dû être la question de la réindustrialisation, plutôt que le grand remplacement, tout ce dont on a parlé, aurait dû être la question centrale de cette présidentielle. Et on n'en a quasiment pas parlé. Quasiment pas parlé. Oui, mais pour lutter contre ce grand remplacement de nos emplois, Oui. On fait comment pour industrialiser avec les règles européennes qui empêchent toute aide publique ou tout État, tant soit peu puissant? Je pense que là, alors, bien sûr, théoriquement, on pourrait dire on redevient indépendant, on sort de l'euro, etc., qui sont des questions. Enfin, moi, je ne comprends pas comment on a pu rentrer dans l'euro. Maintenant qu'on y est, à titre personnel, hein, et dans le réel, la sortie de l'euro, le choc que l'économie... Parce que là, la désintégration monétaire, ce n'est pas le Brexit. Hein. Le Brexit n'était pas dans l'euro. La désintégration monétaire, on la connaît dans les pays du KM. Il y a eu une désintégration, ça a été étudié, la désintégration de certains pays du KM. C'est quoi le KM? L'URSS, quoi. Voilà. Toute la désintégration, en fait, de ces pays a été étudiée par beaucoup d'économistes. Mais il faut noter quand même deux choses. C'est que cette désintégration, elle s'est faite, en fait, dans le sens du vent. C'est-à-dire qu'on part du communisme au libéralisme. Donc les financements étaient là. Et pourtant, ça a été d'une douleur. La thérapie de choc, ça a été extrêmement douloureux. Ça a été extrêmement douloureux pour ces pays. Et une grosse partie de la population ont regretté la période communiste. Une grosse partie de la population a regretté la période communiste. Et dans certains pays qu'on jugeait être des exemples, des gens comme Orban sont revenus au pouvoir, etc. Donc il y a eu cette transition s'est fait dans la douleur. Mais c'est là les effets de la désintégration que les économistes ont pu analyser. La désintégration, comme on l'aurait dans la zone euro, alors théoriquement, moi je pense qu'il faut qu'elle soit étudiée. Hein, sur l'impact que ça aurait, elle a été étudiée par Sapir, par d'autres gens, et c'est intéressant. Mais il y aurait quand même un choc, les capitaux se casseraient, les taux d'intérêt réaugmenteraient. Je ne suis pas sûr, alors certains vous disent, hein, ils théorisent ça, que les gens seraient prêts à l'assumer. La population entière serait prête à l'assumer pendant un court ou moyen terme pour ensuite être parfaitement libre. Je ne suis pas sûr, moi, sincèrement, que les gens seraient prêts à assumer ce type de choc. Surtout qu'on se prend des chocs là, depuis longtemps. Les chocs de 2008, choc du Covid, et chaque fois, après chaque choc, on nous dit quoi? Il va falloir vous serrer la ceinture. Donc le choc de la sortie de l'euro où vous vous serrez la ceinture, je ne suis pas sûr qu'on pourrait le faire. Donc d'un point de vue pratique, maintenant, j'aime pas dire ça pragmatique, mais pratique. Si on écarte ça, comment on pourrait faire ça? Là, on a tellement été contre les traités avec le creusement des déficits pour soutenir l'activité pendant le Covid, etc., que je pense que maintenant, on pourrait faire des entorses aux traités européens pour aider. Et puis après, il faudrait aller négocier, quoi. Il faudrait aller négocier. Alors, il y a plusieurs techniques, hein. Il y a une technique frontale, hein, qui a été faite par Thatcher, hein, quand elle a fait I want my money back, hein, c'était très frontal. Ou De Gaulle, politique de la chaise vide, c'était frontal. Ça peut marcher, parce que la France est la deuxième puissance de la zone euro. Et puis après, il y a la technique en biais, un peu qu'ont fait les Portugais à un moment, où on dit oui, on fait un peu de l'ingénierie comptable, et puis on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Voilà, il y a aussi cette possibilité. Je veux dire, et là, on protège nos industries, on fait attention un peu, c'est ce que fait l'Allemagne aussi, elle fait un peu ce qu'elle veut, et cette stratégie est aussi possible. Mais après, se ranger en disant oui, l'Europe ne veut pas, donc on peut pas. L'Europe c'est un millefeuille de carcans qui empêche de faire un tas de choses. Ça, on est clair là-dessus. Mais on peut quand même essayer de faire des choses et puis après aller négocier, surtout en ce moment où on se rend compte que tout ce qu'on a dit tout ce qu'on a dit qu'il fallait respecter n'a pas été respecté avec le crise du Covid. Certains pays qui sont dans la zone, dans l'Union européenne ne veulent pas rentrer dans la zone euro, et ainsi de suite. Donc on a un moment de forte déstabilisation où justement on peut profiter de ce moment pour tracer notre voie dans l'Union européenne autant que ce soit possible de le faire.
Tu peux nous expliquer un peu ce qu'il en est de ces visions en tout cas, comment faire survivre une pensée hétérodoxe dans ce système-là? Comment ça se passe pour vous? Mais je pense que c'est très compliqué, surtout que quand on regarde ce qu'avaient prédit les économistes atterrés, ils se sont quand même jamais trompés. Non, mais c'est une réalité. Si on s'était trompé parfois, mais ils se sont jamais trompés. Je veux dire, ça a été fait après les économistes atterrés après la crise de 2008. La crise de 2008, c'est quoi? C'est une crise du capitalisme financier libéral. Ça vient des États-Unis, la première puissance, une puissance qu'on a voulu copier pendant un nombre d'années. Et normalement, cette crise-là aurait dû entraîner un changement du mode de régulation de l'économie. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a eu une grosse crise, on a changé le mode de régulation de l'économie. On avait un mode de régulation de l'économie entre 1950 et 1970, avec un État stratège, un développement d'un État social. Ça s'est arrêté au moment des chocs pétroliers. Crise, on est passé, tournant libéral, à un modèle économique de régulation plutôt libéral dans un certain nombre de pays, y compris le nôtre, même si ça a été plus lent que le Royaume-Uni et les États-Unis, on a quand même été dans cette voie-là. Puis il y a eu la crise de 2008, qui est la crise de ce modèle-là, clairement, la crise de la déréglementation financière, etc. Et là, on n'a pas changé. On a été encore plus loin dans la logique de ce modèle économique. Et là, c'est quand même une première. Moi, c'est ça qui m'a fait peur. Et les économistes atterrés sont nés après cette crise-là, quand en 2010, ils ont vu qu'on allait faire revenir en Europe des politiques d'austérité, qui avaient montré leurs échecs partout dans le monde. Et ils ont dit, là, vous allez créer une crise de la zone euro par-dessus la crise financière. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu des taux de croissance à zéro, on a eu des pays qui ont mis 10 ans à revenir à leur niveau de richesse d'avant-crise, on a écrasé la Grèce, les pays du Sud, et ainsi de suite. Donc ils avaient raison. Sur les réformes de Macron, ce qu'on a dit, c'est avéré. Sur le CICE, ça devait créer 1 million d'emplois. Là, tous les rapports montrent que ça a créé et maintenu 100 000 emplois seulement. On avait raison. Donc le problème, c'est qu'on a raison. Mais après, c'est vrai que c'est très difficile de se faire entendre parce que, pour plusieurs raisons, je pense. Aujourd'hui, vous avez tout le monde qui se prénomme économiste. Tout le monde arrive à dire qu'il est économiste parce qu'il manie de chiffres. Vous avez quand même un travail de fond qui a été fait pendant très longtemps par les économistes libéraux, hein, qui soutenaient le modèle dominant. Enfin, je veux dire, Macron, ce qu'il a dit, c'est la même chose que ce qu'a dit le MEDEF 30 ans plus tôt. Hein. C'est la même chose. Et c'est la même chose que ce qu'a dit Sarkozy quand il fallait flexibiliser le marché du travail. Et pourtant, on a réussi à nous faire croire que Macron était un novateur. Donc, je pense qu'il y a un travail qui a été fait de longue haleine, de matraquage médiatique et de matraquage même dans les esprits. Hein. Puis la chute de l'URSS a fait qu'on nous a dit qu'il n'y avait qu'un seul modèle, en fait. Et puis voilà, maintenant, nous, on doit travailler à contre-courant avec ça. Je pense que la plupart des gens savent que les hétérodoxes ont raison. Ils le savent. La majorité des gens le savent. Voilà. Après, il faut structurer leur pensée, comme la pensée libérale a structuré celle des élites. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Après, là, je veux dire, concrètement, je pense que dans ce qu'est l'économie pratique, c'est-à-dire la recherche est importante, etc., mais elle est importante, il faut en faire, c'est une partie du travail. Mais après, l'économie pratique qui vous dit que si vous baissez la fiscalité sur les plus riches, ça ne va pas créer d'emplois, ou le fait qu'il n'y ait pas dans la littérature scientifique de preuves que flexibiliser le marché de l'emploi permettrait de lutter contre le chômage, comme a dit le Conseil d'analyse économique en 2017, c'est quand même une façon de montrer qu'il y a une grosse partie en fait de la pensée de certains économistes qui a été repris à des fins politiques. Voilà. Et qui est loin en réalité des débats des vrais économistes, même s'ils ne sont pas d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de nous faire croire, je finis là-dessus, qu'il y avait des consensus en économie. Moi, j'entends beaucoup de commentateurs qui disent « Mais c'est un consensus que si on baisse la fiscalité, ça va créer de l'investissement. C'est un consensus que si on baisse les charges, ça va créer de l'emploi. Regardez, il y a tant d'économistes qui l'ont dit. » Mais en réalité, il n'y a pas de consensus. Quand tu vois dans le monde que sur la loi travail, tu as, je sais pas moi, les meilleurs économistes, dont Jean Tirole, qui te dit que la loi travail va créer des emplois, et que 5 jours après, dans le même journal, tu as Thomas Piketty, Julia Cagé, d'autres meilleurs économistes qui vous disent que c'est faux, bah là, vous comprenez bien qu'il y a un débat en économie. Et quand vous allez dans un séminaire d'économie, il y a des débats. Donc, il n'y a pas une seule pensée en économie. En économie, il y a des débats, et de ces débats découlent plusieurs avenirs possibles. Or, aujourd'hui, la sphère médiatique et la sphère d'expertise ou d'éditorialistes même, dans les médias mainstream, dans les matinales, ont choisi un seul avenir. Alors qu'en réalité, il y a plusieurs avenirs possibles. Et il suffit de lire, encore une fois, même vous lisez les débats qu'il y a eu dans le monde sur la loi travail ou sur le CICE, vous voyez bien qu'il y a plusieurs avenirs possibles. On n'en choisit qu'un et c'est celui-là qu'on met en avant, en nous promettant le pire si on choisissait l'autre.
Tu as travaillé sur cette problématique de la transition énergétique. Est-ce que tu as des préconisations pour la gérer? Il y a deux choses déjà, de base. C'est qu'aujourd'hui, la transition énergétique, on va la gérer comment? Alors, au début, on voulait la gérer comment? On voulait la gérer par l'innovation. Alors, on parlait tout le temps de l'innovation. Par le digital. À un moment, le digital était très présent. Genre, tu commandes ta machine à laver à distance grâce au digital. Maintenant, on sait que le digital pollue. Mais avant, on nous a fait le croire... Bitcoin, oui, on a vu que c'était pas un grand problème. Oui, voilà. Puis à l'époque, on nous faisait croire que ça polluait pas. Maintenant, on sait que ça pollue même plus que l'avion, hein, le digital. Donc, c'est quand même... voilà. Alors qu'à l'époque, on pensait que oui, il n'y avait rien, que le mail s'envolait avec des petites ailes. Mais là, on sait que voilà, ça pollue. Donc, il y avait l'innovation, le digital, et après, les incitations de marché. C'est-à-dire, on subventionne les renouvelables pour qu'elles soient plus rentables que les autres énergies. On met un prix du carbone pour que les énergies polluantes soient plus chères et ainsi de suite. Donc, on était sur des mécanismes de marché qui visent à créer en fait d'autres marchés pour inciter le marché qui fonctionne mal à se corriger, à corriger ses externalités négatives, et l'innovation qui devait nous tomber du ciel, et le digital qui nous aidait à faire en sorte que voilà, on relie, on va dire, la consommation d'énergie aux innovations. C'était à peu près ça. Aujourd'hui, tout ça, on voit que c'est très inefficace. Le marché du carbone, ça a été un véritable échec. Le prix devait monter, il a baissé. Ça n'a fait qu'inciter les gens à continuer à ne rien changer. Les subventions renouvelables, c'est intéressant, mais ça n'a pas empêché le développement, par exemple, des pétroles, des gaz de schiste, du sable bitumineux, de ces questionnements en Europe, et même du fait que les énergies polluantes ont continué à augmenter. Les énergies renouvelables sont développées, mais les énergies polluantes ont continué à augmenter quand on regarde dans le bilan mondial. Donc, la base, c'est qu'il faudrait déjà se dire deux choses. La base de fonctionnement, ce serait quoi? Moi, selon moi, monopole public, comme on l'a fait à l'époque. Tous les bilans énergétiques des pays européens dépendent de choix politiques qui ont été portés par des monopoles publics dans l'énergie. Nous, on avait très bien fait ça. Le EDF, c'était l'électricité. Gaz de France, c'était le gaz. Elle, c'était le pétrole. Chacun avait son truc. Areva, c'était la construction des centrales. L'autre, c'est la distribution. La libéralisation a fait que tous ces opérateurs aujourd'hui se concurrencent. Se mettent en concurrence les uns contre les autres. C'est complètement idiot. Je veux dire, il faut au moins une architecture. Donc, monopole public et État stratège. Choix des gagnants. Choix des gagnants. Et là, on ne veut pas choisir les gagnants. On veut que ce soit le marché qui les choisisse via des incitations. Et on ne veut plus de monopole public. On veut que la concurrence fasse émerger les meilleurs. Et même des gens qui te disent, oui, on va faire la transition avec les PME et tout. Non, l'énergie, c'est pas une multitude d'acteurs comme ça. Ça doit être coordonné. Il y a des échanges d'énergie entre pays, des échanges d'énergie entre régions. Il y a des moments où l'électricité, on l'utilise tous, le matin, le soir. Il ne faut pas qu'il y ait de blackout. L'électricité ne se stocke pas non plus. Donc il faut vraiment qu'il y ait un chapeautage, une coordination qui soit nationale et en coopération avec d'autres pays pour qu'on puisse s'échanger l'électricité et l'énergie même à des moments où on en aurait besoin. Donc ça nécessite un État planificateur, des monopoles publics à l'abri de la concurrence qui sont dans des secteurs, et c'est l'inverse que l'on fait aujourd'hui, et des choix stratégiques, et c'est l'inverse que l'on fait aujourd'hui. Donc ça, c'est la base. Une fois qu'on a fait ça, tu prends EDF, si on a choisi le renouvelable, il y a un débat là-dessus. Certains veulent le nucléaire, d'autres le renouvelable. Il y a un débat, même je pense qu'on devrait trancher par référendum, ce que je dis dans mon ancien livre, parce que il ne peut pas y avoir que des gagnants. Si on fait les renouvelables, les gens qui vont vivre auprès des éoliennes, ils vont être frappés par ce mal que nous appelons not in my backyard, et on les comprend, et ils n'en voudront pas. Si on fait du nucléaire, il y a des villes où il va y avoir des déchets nucléaires qui vont être stockés en sous-sol, et ils n'en veulent pas non plus. Il va y avoir la construction de nouveaux réacteurs où personne n'en veut. Donc il va falloir à un moment arbitrer ça, et c'est des arbitrages qui doivent se faire sur le long terme. On ne peut pas dire à un moment on veut le nucléaire. On ne veut pas le nucléaire comme Macron quand il voulait Hulot. Maintenant, il veut le nucléaire 5 ans après. C'est des stop and go, c'est ce qu'il y a de pire dans l'énergie. L'énergie dans laquelle on investit aujourd'hui, c'est celle qu'on consommera dans 20 ans ou 30 ans. Donc, il faut une politique qui soit stable. Surtout qu'on voit qu'on est en train de passer maintenant des imports de gaz de schiste. Donc... Bah oui, voilà, ce qui est complètement délirant. Non, mais c'est complètement délirant. Donc, il va falloir vraiment prendre en compte la notion d'indépendance, de transition énergétique et faire des choix qui nous engagent sur au moins 30-40 ans. Et c'est des choix dont tout le monde doit être conscient. À un moment, il faut aussi assumer. Moi, je pense qu'à un moment, il faut assumer aussi l'impact écologique de l'énergie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas constamment l'importer de pays où on respecte quasiment rien. C'est pareil pour les matières premières. Je veux dire, tout ce qu'il y a dans nos téléphones commence toujours par un cratère quelque part. Ben, moi, je préfère qu'on assume le plus possible l'impact de nos modes de production et de consommation. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait avec le nucléaire en partie chez nous. Si on choisit de le faire avec les renouvelables, ben, il faut aussi l'assumer. Et ainsi de suite. Donc, c'est des vraies questions qui doivent être tranchées, mais pour qu'elle se fasse cette transition, il faut un État fort, des monopoles publics,
et un choix, un État stratège, ce qu'il n'y a absolument pas aujourd'hui. Donc la transition va se faire qu'un petit peu en verdissant à droite et à gauche via des incitations de marché. Là, tu nous as donné une vision qui est très macroscopique, Ouais. mais au niveau de la vie des gens, concrètement, qu'est-ce qui risque de se passer si on fait rien? Et si on fait quelque chose, bah, qu'est-ce qui va se passer aussi dans l'évolution de la vie des gens? D'après toi, tu as des exemples? On sait qu'on va droit dans le mur, voilà. Mais on ne mesure pas à quel point on pourrait être impacté. Donc la première chose qu'il faudrait faire, voilà, là, je pense, c'est la rénovation des bâtiments. Il y a plein de choses simples qu'on pourrait commencer à faire massivement. La rénovation des bâtiments, c'est 44% de la consommation d'énergie, un quart des émissions de CO2. Il y a 36 millions d'habitations en France à peu près. Tu dois en avoir 6 millions qui sont aux normes maximum en termes de consommation d'énergie. Donc il y en a 30 millions à rénover. À 30 millions, tu en rénoves 1 million par an, ça prend 30 ans. Là, tu crées des emplois non délocalisables, tu crées de l'activité sur place. La plupart des modèles, quand ça a été fait en Allemagne, montrent que l'investissement, même quand c'est de l'investissement public, avec l'activité générée, tu récupères plus en recettes publiques. Donc là, on a un chantier majeur. Bon, c'est un chantier qu'on ne veut pas traiter de cette façon-là, qu'on traite encore par des incitations, crédits d'impôt, subventions, voilà, qu'on ne veut pas faire. Là, on a un chantier énorme. Ça serait la première des choses, moi, que je ferais, et qui est simple à mettre en place. Après, se pose la question de notre modèle économique global, c'est-à-dire est-ce qu'on doit consommer un peu plus local? Est-ce qu'il pourrait y avoir un plan pour redevenir complètement autonome d'un point de vue agricole? Enfin, il y a plein de plans comme ça qu'on pourrait faire, qui pourraient créer de l'activité et qui ne sont pas faits en réalité. Et à la place de ça, on crée tout le temps, on crée en fait des incitations. On va dire, par exemple, moi je me souviens de Madame Pulvar quand elle était à la région. Elle voulait augmenter la taxe sur les carburants tout en voulant avantager l'économie locale. Bon, bah, si vous faites ça, c'est par exemple deux choses qui sont antinomiques. Ça veut dire qu'une banane, enfin pas une banane, une tomate qui va être produite, je sais pas moi, en Île-de-France, un légume qui va être produit en Île-de-France, bah lui, il va être taxé sur tout son trajet, alors qu'un légume importé de Pologne ou d'ailleurs, il ne sera taxé que sur le dernier tronçon qui est en Île-de-France. Donc la pression fiscale sera plus forte sur le mec qui produit localement que sur celui qui importe. Donc vous voyez, c'est idiot ça. Donc il faudrait en fait des mesures qui dépassent les simples. Je taxe là un peu plus, donc ça va se réguler de soi-même. Et puis j'espère qu'en taxant là, ça va donner un avantage aux produits locaux. Là, il faut vraiment avoir une vraie planification. Mais c'est une vraie planification, en fait, de l'industrie, des biens, des moyens que l'on veut mettre. Est-ce qu'on doit fermer des sites de sidérurgie si on a besoin de fer pour faire du rail? Et il faut une planification, il faut une politique industrielle, une vraie politique industrielle. Or, ces dernières années, la politique industrielle, encore une fois, je l'ai dit, c'était que de baisser la fiscalité, de donner le cadre pour que les gens viennent, c'est-à-dire la loi travail, etc. Et rarement des secteurs choisis, rarement des questionnements sur l'interaction des secteurs, y compris même dans le secteur énergétique, où on a vu Areva concurrencer EDF, ce qui est complètement idiot, alors qu'il y a une interaction très forte entre ces deux entreprises. On n'a été que là-dessus. Il fallait que ce soit le cadre parfait et la concurrence qui devait dire qui était le gagnant. Et on voit le résultat. Alors que de 50 à 70, on a une vraie, avec des erreurs, mais on a une vraie politique industrielle. On a avantagé le diesel parce qu'on a choisi le nucléaire. Il fallait trouver un débouché aux raffineries parce que le chauffage électrique s'était développé. On a donc dit qu'on allait choisir Il y a eu une vraie politique, avec des erreurs à certains moments, mais il y a une vraie politique industrielle. Et je pense qu'il faudrait renouer avec ça. Et tu crois qu'on aura le droit encore longtemps d'acheter un 4x4 à 20 litres au 100 dans Paris ou d'aller tous les mois à Bali si on en a envie? Ben, moi, je pense que non. Bien sûr que non. On ne pourra pas. Enfin, déjà, moi, sur, par exemple, cette fiscalité, cette taxe carbone, la fiscalité, ça sert à quoi? Ça sert normalement à changer le comportement des gens. Sinon, c'est une fiscalité qui devient punitive. Si quelqu'un vit à Paris, je veux dire, à Paris, vous avez 14% des gens qui utilisent leur voiture pour aller travailler. C'est-à-dire que 86% des gens utilisent les transports. D'accord? Si quelqu'un décide, alors qu'il a une offre de transport dense, d'utiliser sa voiture dans Paris, il faut qu'il soit taxé. Là, on pourrait mettre une taxe carbone très forte. Moi, j'irais plus loin, je remettrais les vignettes de l'époque. Vous savez, les vignettes, c'était c'est sur la puissance fiscale des voitures. On pourrait mettre une vignette en fait en fonction de l'endroit. Tu peux rappeler ce que c'était la vignette? La vignette, c'était en fait un impôt que nous avons payé pendant très longtemps, que l'on mettait sur son pare-brise, hein, tu t'en souviens, et qui dépendait de la puissance fiscale de la voiture. Vous voyez? Et c'est ça qui a fait qu'on a développé beaucoup en France des petites motorisations. La 2 chevaux, etc.
parce qu'il y avait une incitation fiscale finalement à développer des petits moteurs, ce qui était une bonne chose. Quand d'autres pays développaient des gros, les Américains développaient des gros 4x4, nous on a développé finalement de la moyenne gamme familiale et de la petite voiture, de la citadine à l'époque. Cette vignette, c'était un impôt qui était très incitatif et qui a disparu. Moi, je remettrais cette vignette sur les chevaux fiscaux, mais aussi sur la région dans laquelle vous vivez. Si vous vivez en fait à Paris et que vous achetez un 4x4, bah, vous payez une taxation forte. Déjà parce que vous avez les moyens, c'est indolore, et puis parce que vous avez le choix de prendre des transports. À l'inverse, si vous vivez en Meurthe-et-Moselle, où 86% des gens, pour aller travailler, utilisent leur voiture, bah là, vous avez moins de fiscalité même, je mettrais moins de fiscalité sur les carburants, et vous avez une vignette qui est indexée sur la région, donc beaucoup plus faible, et qui ne tiendra compte que des chevaux fiscaux de la voiture que vous achetez. Donc de la puissance de votre voiture. Et donc là, votre arbitrage dépend de vous. Vous pouvez acheter une voiture qui consomme moins, une voiture qui consomme plus. Donc moi, je ferai ça, clairement, parce qu'il faut que la fiscalité soit incitative. Il n'y a pas que la fiscalité, mais si elle doit avoir lieu, il faut qu'elle soit incitative et pas punitive. Or, quand on a mis la taxe carbone sur tout le monde qui a développé le mouvement des Gilets jaunes, elle était punitive, clairement. Or là, il y a un certain nombre de gens qui peuvent se payer une taxe très forte parce qu'ils ont fait un choix de polluer, quand d'autres n'ont pas le choix. Donc la transition énergétique, en fait, doit s'attaquer à ceux qui polluent. Et aujourd'hui, les chiffres sont très clairs. Quand on dit « faites des efforts », bah, ça ne veut rien dire, ça. Je veux dire, plus de 50% de la pollution des émissions de CO2 sont dues aux 10% les plus riches. C'est sur eux qu'il faut concentrer les efforts en priorité. C'est pas quelqu'un qui va prendre l'avion pour aller en Tunisie en fin de vie qu'on va dire arrête de prendre l'avion, c'est pas ça. C'est ceux qui ont explosé déjà, et je pense que j'en fais partie aussi, hein, de ces gens qui ont explosé leur budget carbone. C'est eux qui doivent faire les efforts. À un moment, quand il y a un problème, il faut cibler un coupable. À l'échelle mondiale, les coupables, c'est qui? C'est les pays riches. Les pays riches sont responsables de 75% des émissions de CO2 au XXe siècle. Les États-Unis, l'Europe, c'est 80%. Enfin, c'est une grosse partie des émissions de CO2. D'accord? Quand on prend les émissions consommées, c'est probablement 80% des émissions de CO2. C'est eux qui doivent financer le fonds vert. Dans les populations vivant dans les pays riches, c'est les plus riches qui ont une empreinte carbone la plus élevée. C'est sur eux qu'il faut concentrer les efforts. Voilà, les autres, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout explosé leur budget carbone. Tu as 90% des gens sur Terre qui n'ont jamais pris l'avion. Donc on sait où sont les problèmes. Hein, voilà. Donc il faut centrer les problèmes dessus, il faut dire les choses. Et pas dire faites des efforts. Où ça va mal. L'autre fois, je vois... on a dépassé une limite, encore une fois, avec l'eau potable qu'on aurait à l'échelle mondiale. Et un chercheur s'est énervé en disant « Mais vous ne comprenez pas, cette limite a été dépassée. » D'accord, très bien. Ça ne sert à rien de crier sur tout le monde. Hein. Il y a 1 milliard d'habitants sur Terre qui n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a plein... faut cibler les responsables. Et aujourd'hui, on ne cible toujours pas les responsables. On fait comme si on était une masse comme ça, uniforme, qui était responsable. Or, il y a certains qui sont plus responsables que d'autres et ceux qui doivent faire des efforts. Et là, la taxation pourrait peut-être être utile. Sur eux, on peut les taxer. Est-ce que tu penses qu'on a les systèmes politiques, démocratiques et médiatiques suffisants pour justement que cette transition se passe dans de bonnes conditions? Il y a un certain nombre aussi de complices de ces gens qui sont des gens qui acceptent le système tel qu'il est, pensant en profiter alors qu'ils n'en profitent pas. Il y a aussi ça. Je pense que c'est ça aussi qui fait que ce système tient. En réalité, il y a une très petite partie qui en profite pleinement. Il y a une très petite partie. Il y a une grosse partie, 22 millions de Français ne partent pas en vacances. Donc vous voyez, moi une fois j'ai dit, ce que veulent les Français, c'est pouvoir partir en vacances au moins une fois par an. J'ai eu beaucoup de réflexions me disant, mais tu nous prends pour qui? T'as envie qu'on parte en vacances à La Rochelle, une fois par an? Enfin, j'ai eu des réflexions de gens, probablement peut-être qui ne partaient pas en vacances. Un tiers des Français ne partent jamais en vacances. Vous voyez? Et je suis persuadé que dans le tiers des Français, alors, ou dans l'autre tiers qui arrive un peu à partir en vacances en se serrant la ceinture, il y a des gens qui pensent que oh bah, c'est normal, si j'avais de l'argent, je partirais en vacances, et qui finalement adhèrent au système dominant, quelque part. Vous voyez, moi j'avais parlé une fois avec un chauffeur Uber, ça m'avait marqué. Il était agent à la mairie, il avait démissionné pour être son propre patron, très bien, bon, pas de problème. Et je lui dis, mais pourquoi alors? Il me dit, bah, parce que j'ai envie, moi, de... Et là, il me cite une phrase de Booba, du rappeur, il me dit, j'ai envie de partir en vacances quand bon me semble. Il me dit ça. Ah, je dis, ah bon, très bien. Je dis, vous êtes parti où en vacances? Il me dit, je ne suis pas parti en vacances. Donc là, il adhérait pleinement au système de je suis mon patron, je veux partir quand bon, mais il n'avait pas les moyens pour partir. Donc là, on voit bien qu'il y a un certain nombre de gens de la classe populaire qui adhèrent au discours dominant. Et c'est pour ça que le discours dominant tient. C'est pour ça que le discours dominant tient. Si ces gens-là n'adhéraient pas à ça, si tous étaient conscientisés, enfin,
ce serait fini depuis longtemps. Je veux dire, le système ne tient que par les adhésions d'un certain nombre de gens. Ils sont aidés, hein. Ils sont aidés par les médias, par plein de choses, par parfois un statut social dans certains endroits qui fait que tu es un peu plus au-dessus qu'un autre, donc tu veux penser comme le dominant plutôt que tu veux singer la pensée dominante alors que tu n'en profites pas. Mais s'ils savaient ce qui se passait, s'ils savaient en fait comment vivent les plus riches, je pense qu'ils en seraient écœurés. Parce que quand tu n'avais... Moi, quand j'étais en banlieue, quand j'étais jeune, le plus riche, c'était celui qui avait un pavillon. Pour moi, c'était le riche. Maintenant, je sais que même celui qui avait un pavillon en banlieue, c'était pas un riche. C'était un mec de la classe moyenne. Ou parfois même un pauvre. Le vrai riche, c'est autre chose. Celui qu'on découvre à Paris, c'est autre chose. Et là, on voit en fait qu'on ne peut pas adhérer à la position de ce très très riche quand on est une classe moyenne ou qu'on vient d'une classe moyenne. Parce que là, c'est une toute autre vie. C'est une toute autre vie. Et pourtant, moi, je veux dire, si j'avais été jeune en pavillon, j'aurais probablement pu adhérer au discours du très riche que j'entendais dans les médias mainstream, pensant que j'étais de leur côté, alors que je n'étais pas de leur côté du tout. Mais là-dedans, la gauche a un rôle important, une responsabilité importante dans cet échec. Pourquoi a-t-elle perdu les classes populaires qui, maintenant, votent plutôt Rassemblement national? Je pense qu'elle l'a perdu via les discours qu'elle a défendus, hein, le CICE, etc. Ça a même été théorisé par Terra Nova, où il fallait s'intéresser plutôt à tel type de classe et laisser les autres classes au Rassemblement national. Il y a aussi une grosse partie de la gauche qui voulait être crédible. En fait, à la chute du mur de Berlin, à la chute de l'URSS, il y a une grosse partie de la gauche qui avait eu à un moment des liens avec le communisme, le trotskisme, un peu à la Jospin, qui a voulu être crédible. Et pour elle, être crédible, c'était de ne plus prononcer le mot ouvrier. On se souvient de Jospin, hein, à un moment, même un conseiller lui a dit « ouvrier, c'est pas un gros mot ». Voilà. Donc il y a eu cette volonté d'être crédible, qu'on retrouve aujourd'hui maintenant chez les écologistes. Je veux dire, un mec comme Yannick Jadot, il a fait une bonne campagne. Il a fait une très bonne campagne sur son créneau. L'écologie de gouvernement. Ça n'a pas plu, mais sur ce créneau-là, il est parfait. Voilà. Donc aujourd'hui, tous les gens qui, on va dire, entre guillemets, ne se voyaient pas comme se voyaient que comme des opposants et voulaient être des gens de gouvernement, passent par ces questionnements entre la radicalité d'avant et la crédibilité qu'ils doivent avoir pour gouverner. C'est ce qu'a fait Jospin, il en a perdu. C'est ce qu'a fait Jadot, il a perdu. Il a perdu. Donc il y a eu ça en premier lieu, de se dire, bon, maintenant, on doit rompre avec les anciennes amitiés communistes, etc. Et puis on doit montrer qu'on est crédible. Et être crédible, c'est quelque part accompagner un peu les réformes en allant moins fort que la droite, moins fort que les libéraux, mais les accompagner quand même. Enfin, pour toi, être crédible, c'est être de droite? Non, pour eux. Je dis pour eux, pas pour moi. Pour eux, c'était ça. Et pourquoi c'était ça aussi? Parce qu'il y a un certain nombre de gens qu'on a fait monter, après, qui étaient des gens qui venaient des mêmes écoles, où on apprenait ça, constamment. Tous ceux qui ont fait Sciences Po, etc., vous le disent. Moi, j'ai eu la chance d'être formé par les économistes atterrés. J'étais à Villetaneuse, à la Sorbonne, mes profs étaient des économistes atterrés. Donc j'ai été formé de longue date à avoir cette colonne vertébrale, cette structure de contre-pensée, de critique. J'ai eu des profs comme Benjamin Coria à Villetaneuse, ou Sophie Jallet à la Sorbonne, qui étaient vraiment des gens qui démontaient. Bernard Guérien, qui démontait vraiment l'économie, le modèle dominant. Donc j'ai été élevé là-dedans, j'ai fait 8 ans d'études là-dedans. J'ai donné des cours après avec eux, etc. Donc j'ai cette colonne vertébrale. Mais quand vous avez eu des cours où on vous a expliqué constamment l'inverse, je comprends que certaines personnes, après, aient du mal à faire le chemin inverse. Donc il y a des gens qui avaient fait Sciences Po, qui se disaient de gauche, qui avaient cette structure-là, on les faisait rentrer dans des cabinets ministériels, puis après, dans les cabinets, on leur donnait un ministère ou une circonscription, mais ils étaient complètement largués. Ils étaient complètement largués. Et je veux dire, aujourd'hui, tout le monde même des gens comme Bruno Le Maire ont théorisé ça. C'est-à-dire Bruno Le Maire, dans son livre, là, vous lisez les premières pages, hein, il vous explique qu'il était dans les dorures avec de Villepin, qu'on lui a donné une circonscription dans l'Eure, que là il était dans l'Eure, qu'il a vu ce que c'était un local le local de sa circonscription où il accueille les gens, que c'était délabré. Là il accueille quelqu'un qui lui dit qu'elle a des fins de mois difficiles, il découvre la France. Après un parcours parfait, d'énarque, etc., né à Neuilly. Ben, la politique, ça a été ça, à gauche et à droite, pendant 30 ans. Je veux dire, des gens comme Attal, etc., en sont la représentante. C'est-à-dire, vous faites votre vie, une vie professionnelle, à l'école, à Sciences Po, à l'ENA, dans les cabinets, pour avoir une circonscription. Vous ne connaissez rien de la France, rien de ce qui se passe en bas. Donc, faut pas s'étonner que ces gens aient été complètement déconnectés. Donc, voilà, c'est des gens qui pensaient quasiment la même chose et qui ne savaient pas ce qui se passait en bas. Et les premiers à réinvestir le terrain, en bas, alors c'est les communistes qui avaient des localités très fortes en banlieue parisienne et qui savaient ce qui se passait dans le terrain. Et c'est le Front National qui a été cherché après
en faisant monter parfois des gens de terrain dans des villes du Nord, des industrialisés, qui ont réussi à reconquérir certains territoires. Mais les autres, ils étaient déconnectés de la réalité. Ils étaient dans les cabinets, ils se partageaient le pouvoir comme ça et ça marchait bien. Voilà. Et on en voit les conséquences. Hein. C'est pour ça que les mecs, ils ont découvert la France, mais même Macron, ils ont découvert la France avec les manifestations, Sinon, on a l'impression qu'ils ne connaissaient pas ça. Je veux dire, Ruffin, quand il dit « ce pays que tu ne connais pas », il a raison sur Macron. C'est un pays qu'il ne connaît pas. Il connaît qu'une partie de l'élite qui est due aux écoles qu'il a fait et aux gens qu'il a fréquentés. Mais il ne connaît pas la France. Justement, la politique, tu t'y es un peu intéressé, Oui, tu t'étais un peu engagé. J'avais créé un mouvement. Tu peux nous raconter finalement comment ça s'est passé, ce que tu en as retenu comme... Bon, c'est pas la période, c'est pas la chose dont je suis le plus fier, mais non. C'est une expérience à partager. C'est une expérience. En fait, ce qui s'est passé, c'est il y a eu 2017. Moi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour faire tout le parcours, on va le faire entièrement. Moi, j'étais un économiste de l'énergie à la base. C'est-à-dire que toutes mes publications scientifiques sont sur l'énergie, majoritairement. C'était ma spécialité. Et j'avais écrit un livre contre les gaz de schiste qui s'appelait « Le mirage du gaz de schiste », qui était un livre, en fait, qui attaquait le mirage du gaz de schiste sur l'aspect économique. Parce qu'en fait, il y avait une opposition très forte entre les écolos qui n'en voulaient pas et les experts ou la droite ou même le Parti socialiste en partie qui en voulaient pour des raisons économiques. Donc on opposait la catastrophe écologique au miracle économique. Et moi, d'un point de vue économique, je disais, ça ne va pas être ce que vous pensez. J'ai fait ce premier livre qui a eu un très bon succès, qui avait même été sélectionné au prix du livre d'économie de l'énergie, enfin, qui est donc même reconnu par mes pairs comme un bon travail. Et ça a intéressé beaucoup les écolos, notamment Cécile Duflot, qui m'a contacté, qui m'a dit j'apprécie ton travail sur le gaz de schiste, vraiment c'est très bien. J'ai fait après des conférences où j'étais invité par des collectifs, mais où il y avait toujours des gens d'Europe Écologie Les Verts, notamment Jadot, Pascal Durand à l'époque, qui est passé chez Macron. Enfin voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens d'Europe Écologie Les Verts. Ils m'ont invité après à faire une conférence à leur université d'été où il y avait le ministre de l'écologie de l'époque. Donc voilà, moi j'étais là-dedans. Et puis quand Cécile Duflot s'est engagée, elle m'a contacté, elle m'a dit moi j'aimerais bien vraiment que tu me fasses mon programme économique sur un programme écolo et de gauche. Il y avait Caroline Dehaze qui était sa directrice de cabinet et tout. Moi j'ai dit bon bah ok, comme tous les... En fait, à l'époque, je connaissais moins la politique, mais comme tous les économistes qui sont contactés, certains par Macron, d'autres par Mélenchon, etc. Mélenchon ne m'avait pas contacté. À l'époque, ces questions d'environnement intéressaient moins le front de gauche. Il m'avait invité à leur journée d'été, quand même, mais ça intéressait moins le front de gauche. On était plus les gaz de schiste. Il y avait peut-être même certains du PC qui étaient assez productivistes, qui pouvaient être attirés par ça. Donc, je suis rentré là-dedans, j'ai fait le programme, elle a été éliminée à la primaire des écolos, puis c'est fini pour moi. Jadot, après, moi, c'est fini pour moi. Jadot gagne. Et puis, Jadot se rallie à Hamon. Et là, il y a des gens de chez Hamon qui me demandent des fiches sur la sortie du nucléaire et sur les développements des renouvelables, sur le diesel. Je fais mes fiches. Très bien. Mélenchon ne me demande rien, je ne connais pas, etc. Hamon fait sa campagne. Et après ça, en fait, dans tout ce groupe-là, j'ai rencontré un certain nombre de personnes, Raphaël Glucksmann, Claire Nouvian, etc. Et on a décidé à un moment, pour les européennes, on s'est dit on va peut-être monter un parti où on va essayer de se dire que que nous ne sommes pas d'accord, sur un certain nombre de points, mais on peut être d'accord sur au moins des points, l'urgence écologique, l'urgence sociale, l'urgence démocratique, le fait un peu de renouveler la politique, etc. Et on s'est réunis, succès de ce mouvement. Alors, soutenu beaucoup par les médias, hein, mais succès. 20 000 membres très rapidement, des locaux, des gens qui se joignent à nous, qui travaillent et tout. Un assez bon succès, et les partis qui viennent nous voir. Et d'ailleurs, c'est la première fois d'ailleurs que Mélenchon m'a contacté. À ce moment-là, avant, il a demandé à ce qu'on se rencontre. Donc les partis viennent nous voir, on discute, on arrive à se mettre d'accord, mais quand même, c'est un peu compliqué. Hein. On discute entre nous. Et puis, en fait, l'histoire a fait que les partis n'ont pas voulu s'allier, n'ont pas voulu faire une liste commune avec nous, la France Insoumise, le PS, Génération et le PC. Le PC y était tout seul. France Insoumise a vite quitté la table, n'a même pas voulu venir. On leur a envoyé une invitation, n'a même pas voulu venir. Le PS est resté, Génération est vite parti. Et puis, à la fin, Glucksmann s'est mis avec le PS. Et là, moi, je suis parti. Voilà, parce que ce n'était pas le but de départ. Et puis, lui a continué sa voie.
Après, et c'est là que j'ai vu les différences qu'il pouvait y avoir. Enfin, que ça suffisait pas. C'est pour ça que là, dans leur alliance des gauches, ça suffit pas de se rallier après quatre choses comme ça. Il faut que ça continue après. C'est très simple de dire oui, bon, on est d'accord, mais quand on va après profondément, on voit vraiment les fractures qu'il peut y avoir. Voilà. Donc c'était une expérience. Moi, Tu t'es pas dit c'est bizarre que les médias nous soutiennent? Bah, on était jeunes, c'était quand même ça. Enfin, vraiment dans les signataires, moi j'ai tenu. Enfin, on n'a pas demandé qui a voté quoi, mais j'ai tenu vraiment à ce qu'il y ait 50% qui soit issu de ce que j'appelais moi la gauche plutôt radicale. C'est-à-dire, alors des gens qui avaient dit parfois qu'ils avaient voté Mélenchon, comme Claire Nouvian, des gens qui étaient des lanceurs d'alerte comme Olivier Dubuquois, qui est quand même un lanceur d'alerte de l'environnement un peu connu, assez radical. Voilà, des gens vraiment qui avaient une structure quand même militante forte. Parce que c'est des gens voilà, qui sont... quand tu as milité pendant des années, tu es assez rigide. Hein. Voilà, et c'est important. Non, mais c'est vrai, soit tu as été formé, tu as la colonne vertébrale, soit tu as milité pendant des années, tu es très rigide. Donc moi, il me fallait ces gens-là. Puis il fallait d'autres gens que je savais qui étaient plus de la mouvance de la social-démocratie comme Glucksmann. C'est-à-dire, sur plein de choses pour moi, sur plein de positionnements, Glucksmann, pour moi, il a été clair. C'est quelqu'un sur les réfugiés et tout qui est tout en clair. Mais sur le positionnement économique, pour moi, il n'était pas hyper clair, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, qui ont fait ce cheminement-là, hein, qui ont pu voter Sarkozy, Delanoë et Hamon. Tu vois, c'est à peu près ça le cheminement. Il y en a beaucoup à Paris qui avaient fait ce cheminement-là. Donc il fallait que ce soit ça, mais qu'on s'entende sur l'essentiel. Alors déjà, sur l'urgence européenne, on n'était pas totalement d'accord, je m'en suis rendu compte plus tard, parce que moi, dans l'urgence européenne, je voyais l'urgence de l'arrêt de la politique européenne d'austérité. Pas l'urgence de l'Europe telle qu'elle est, hein, pas du tout. C'était ça. Sur l'urgence sociale, on était d'accord. Sur l'urgence écologique, on était a priori d'accord. Sur l'urgence démocratique, le fait de renouveler les pratiques, on était d'accord. C'est-à-dire, dans le renouvellement des pratiques, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait plus un professionnalisme politique, comme il y a aujourd'hui encore dans les accords. C'est-à-dire, on s'accorde sur les circonscriptions, on sauve ceux qui sauvent leur poste, et puis on sacrifie ceux qui sont des vrais militants. On voulait pas de ça, on voulait qu'il y ait plus de gens de la société civile. Donc notre but, c'était de réunir les partis, de dire, voilà, on va faire une seule liste, à une époque quand même, où Macron était majoritaire, où la gauche venait de se prendre une branlée. Et preuve en est, en fait, que cette idée d'alliance n'a pas disparu, puisqu'elle est encore aujourd'hui, en fait, là, présente. Donc nous, on voulait faire ça, et c'est pour ça qu'on voulait réunir les partis. Mais on a eu des vraies ruptures, alors que même, vous voyez, à partir du moment où tu as des ruptures, quand ça marche, c'est qu'il y a un problème. Donc on a eu des ruptures, des problèmes. Et puis après, moi, j'ai vu que pour beaucoup de gens, dans place publique, mais à l'extérieur, c'était le poste qui comptait plus que le fond pour moi. Moi, j'aimais bien qu'on ait j'étais très radical sur le fond, et d'autres l'étaient moins. Voilà, et on l'a bien vu. Et là, on le voit bien encore dans les accords d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le PS n'a pas de fond, parce que là, il est prêt à se coucher, mais il se couche pour ses postes, tout le monde le sait. Enfin, on le sait, il n'a pas découvert que du jour au lendemain que la loi travail, c'était pas bien. Maintenant, il vous dit que la loi travail, c'est pas bien. Donc voilà. Donc c'est ça, moi, qui m'a un peu dégoûté dans la politique. C'est que derrière, il y a toujours une question de poste. Voilà. Il y a de la stratégie politique plus que du fond. Et donc, ça ne peut créer que des déceptions. Et même aujourd'hui, cette alliance, je fais un parallèle. Hein. D'ailleurs, Libération a fait hier un parallèle entre les deux initiatives. Là, il y a aussi beaucoup de déçus. Des militants. Enfin, je veux dire, si la France Insoumise a fait des scores de dingue en banlieue, c'est qu'il y avait des militants sur place, des gens qui ont fait tous les immeubles. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont éliminés au profit d'autres gens qui sont parachutés. Là où j'habite, moi, il y a un parachutage en bonne et due forme de Sandrine Rousseau. Alors que là où j'habite, normalement, ce sont toujours des acteurs locaux qui se présentent. Celui qui a gagné, qui était En Marche la dernière fois, c'était un acteur local, Bontan. Raphaël Knouge de la France Insoumise est un acteur local. Claire Monod, qui s'est présentée la dernière fois, est un acteur local. Et là, il y a un parachutage. Alors, les acteurs locaux le vivent bien, c'est très bien. Mais dans d'autres endroits où les gens ont vraiment fait campagne, où ils ont appelé les gens à aller voter, ils ont passé des coups de fil les derniers jours pour que les gens se déplacent, bah, quand vous avez un parachutage, et parfois un parachutage même pas de quelqu'un de votre parti, mais du PS ou d'ailleurs, je pense que ça doit être difficile à vivre. Donc là, il y a quand même toujours des gens pour qui la politique est un poste à garder, parce que c'est des postes où on gagne bien, on a une belle retraite, on a une belle vie. Et puis pour d'autres, c'est un engagement militant. Et quand c'est un engagement militant, on ne peut avoir que des déconvenus au final, je pense. C'est pour ça que la politique aujourd'hui, en tous les cas aujourd'hui, hein, ne m'intéresse plus. Parce qu'au final, c'est qu'une vaste opération pour avoir des postes, voilà, je trouve. Eh bien, je te remercie pour cet échange. On arrive à la fin de cet entretien et je vais te poser notre question rituelle. Qu'est-ce qui, selon toi, est connu seulement de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Alors, je vais rester sur l'économie. Hein. Tu m'as dit que je pouvais citer des auteurs. Moi, il y a deux auteurs. Il y en a un que j'ai même contribué à faire traduire en France.
il y a 2 auteurs de grandes facs anglo-saxonnes, de facs anglaises, une qui est prof à la fac de Sussex et un autre qui est prof à Cambridge, qui sont des auteurs qu'il faut absolument lire. Et qui sont très peu connus du grand public français. Alors que c'est des best-sellers au niveau mondial, même des best-sellers du New York Times, etc., et qui n'ont pas été traduits en France. Il y en a les 2 ont été traduits. Un qui a été traduit par Généreux dans la collection Généreux, et l'autre que j'ai contribué à faire traduire chez Fayard 7 ans après son livre. Alors, le premier, c'est Ah-Chun Chang. Je ne sais pas si tu connais, hein, c'est un économiste de Cambridge, coréen, qui a écrit un livre qui s'appelle Kick Away the Ladder, qui est sur les rapports qu'ont les pays riches avec les pays pauvres. C'est-à-dire que les solutions toutes faites du FMI que l'on donne aux pays pauvres sont des solutions que les pays riches n'ont pas appliquées. Et donc ça montre toute l'hypocrisie des pays riches envers les pays pauvres, qui les maintient finalement dans le sous-développement. Livre extrêmement intéressant, livre majeur d'économie, pas traduit en France. Moi, je l'ai lu, je déteste, tu as vu mon accent en anglais, je suis très mauvais en anglais. Lire en anglais, c'est un effort pour moi, etc. Et là, je l'ai acheté en anglais, je l'ai dévoré. Magnifique livre, voilà, qui n'a pas été traduit. Donc moi, j'invite les gens à découvrir ce que fait cet économiste. Et puis après, l'autre, c'est Marianne Mazzucato, je ne sais pas si tu connais. Tu connais aussi, ouais. Bon, tu vois, toi, tu connais, mais je pense qu'un certain nombre de gens ne connaissent pas, qui avait écrit un livre qui est pour moi un livre majeur, qui est The Entrepreneurial State, et qui rejoint un peu tout ce que j'ai dit sur les choix industriels, la planification, le fait de choisir des gagnants, le fait de voir grand, le fait de faire en sorte que les industries s'articulent entre elles. Elle a écrit ce livre-là, elle a montré que derrière Apple, il y avait la main visible de l'État américain. Et pas la main invisible, comme on le dit, la main visible de l'État américain derrière le succès d'Apple. Et elle démontre tout ça, une des plus grandes économistes au niveau mondial. Et son livre a été traduit chez Fayard, j'ai fait en sorte qu'il soit traduit, il est sorti en français, hein, L'État entrepreneur, 7 ans ou 8 ans après le succès qu'il a eu au niveau international. Et donc ça, c'est des auteurs qu'il faut découvrir. Et vous voyez, quand on nous caricature, nous, les hétérodoxes en France, comme un petit groupuscule comme ça, qui n'est pas des vrais économistes, là, vous avez des économistes de dimension mondiale, internationale, de reconnaissance mondiale, qui portent des idées que nous portons en réalité. Vous voyez ? Et donc, moi, j'aimerais bien que ces auteurs, justement, dans l'éducation populaire, les découvrent. Voilà. Il y a quelques éléments en français, vous pouvez acheter les livres. Et puis pour ceux qui ont la capacité de parler anglais, il faut même se plonger plus profondément dans ce qu'ils ont fait dans les bouquins, dans la littérature scientifique, parce que c'est extrêmement intéressant. Et là, on a probablement des pistes programmatiques pour l'avenir.